Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler à nouveau du Canada et de ce qui se passe stratégiquement et politiquement quand on a le dirigeant du pays le plus puissant du monde qui décide d'envisager votre annexion comme sa principale running joke du moment. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Philippe Lagacé, titulaire de la chaire Barton à la Norman Paterson School of International Affairs de l'Université Carleton à Ottawa. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour, merci. Alors je vais commencer par rappeler que vous étiez déjà passé par le podcast il y a presque un an, c'était à distance à l'époque pour évoquer les capacités, les incapacités militaires canadiennes, avec Justin Massier, qui est par ailleurs l'un des co-directeurs du Rubicon. Alors c'est une émission où on plongeait relativement en profondeur dans la relation du Canada et des Canadiens aux faits militaires et aux raisons des nettes insuffisances militaires et stratégiques du Canada depuis quelques décennies, entre problématiques budgétaires, sentiments de sécurité géographique et dépendance évidemment aux États-Unis. Donc évidemment, on ne va pas du tout refaire l'émission, qui se réécoute très bien en tant que telle. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Mais évidemment, il s'est passé depuis bien des choses, l'élection de Donald Trump, et puis voilà, le fait qu'il choisisse ce créneau, cette veine comique ou semi-comique, en tout cas c'est souvent comme ça que ça a été présenté par ses partisans, on en reparlera je pense, sur laquelle il jouait pour dire que le Canada devait devenir le 51e État des États-Unis et Justin Trudeau, donc le Premier ministre de l'époque, devait en être le gouverneur. Alors voilà, c'est surtout sur les réseaux sociaux qu'il a développé sa verve, mais pas seulement, il en a parlé clairement même dans le bureau ovale. What I'd like to see, Canada become our 51st state. We give them protection, military protection. We don't need them to build our cars. I'd rather see Detroit or South Carolina or any one of our Tennessee, any one of our states build the cars. They could do it very easily. We don't need them for the cars. We don't need them for lumber. We don't need them for anything. We don't need them for energy. We have more energy than they do. We don't need them for energy. As a state, it's different. As a state, it's much different. And there are no tariffs. So I'd love to see that, but some people say that would be a long shot. Some people would say. Peut-être que c'est un long shot, peut-être que les Canadiens n'ont pas envie de devenir américains, on va voir, on va en reparler. Donc voilà, c'est évidemment un fait marquant qui provoque, je crois, un changement assez profond de posture stratégique au Canada. En tout cas, on peut espérer, si c'est pas maintenant, je sais pas quand ça va être. Qui va avec l'élection un peu surprise de Mark Carney au poste de Premier ministre fin avril, en succédant à une décennie de Justin Trudeau, ce qui marque quand même un retournement majeur, puisqu'il paraissait assez certain, quelques mois avant, que les conservateurs allaient reprendre le pouvoir. On en parlait dans l'épisode, on se disait, bon là les budgets sont un peu en hausse, mais attendez que les conservateurs reviennent, ils vont couper tout ça, ça paraissait assez évident. Et donc finalement non, la campagne de Donald Trump n'y étant sans doute pas pour rien. Et donc ça méritait de revenir sur cette évolution de ce qui est l'un des piliers de l'OTAN, si ce n'est en termes de puissance militaire, au moins symboliquement, le Canada. D'abord parce que vous passiez par Paris, donc c'était l'occasion, mais aussi parce que je crois qu'il joue quelque chose d'intéressant et d'instructif à l'échelle de tous les alliés des États-Unis dans ce qui se passe quand le protecteur devient un prédateur, ou en tout cas semble pouvoir l'être, et dans la manière dont il est possible ou non de réajuster des éléments régaliens et de souveraineté qui ont par ailleurs une énorme inertie, comme ne serait-ce que les achats de matériel militaire, ou même le positionnement stratégique plus généralement. Mais donc avant tout, première question sur la manière dont tout ça, toute cette rhétorique, alors l'arrivée de Donald Trump d'une manière générale, mais le fait qu'il en parle si souvent et de manière si cristallisée en quelque sorte, a été reçu au Canada. Voilà, comment est-ce que ça a été perçu, toute cette veine, quoi? Donc, au départ, on ne savait pas trop si c'était une blague, si c'était tout simplement une tactique pour nous obliger peut-être à renégocier certains aspects du traité de libre-échange, si c'était tout simplement une façon également de se moquer de Justin Trudeau en particulier, parce que le président parlait non seulement du 51e État, mais également de Justin Trudeau en tant que le gouverneur de cet État. Alors, on se posait la question, est-ce que c'est tout simplement une façon de se moquer non seulement du Canada, mais également un peu de Justin Trudeau et de son gouvernement. Et monsieur... Justin Trudeau qui représente des trucs que Donald Trump, on sent assez bien qu'il n'aime pas. Enfin, il est jeune, il est quand même assez beau, il est assez charismatique, il était pote avec Obama et un peu Emmanuel Macron. Enfin, bon, il y a un truc de choc générationnel et de ressentiment assez visible entre les deux figures. Ça se joue à plusieurs niveaux. Premièrement, les relations entre Justin Trudeau et Donald Trump
était très difficile lors de la renégociation du traité de libre-échange. Donc, parce qu'on peut rappeler que le traité que Donald Trump voulait renégocier là et brûler, etc., parce que quel abruti a signé ce traité, la réponse est c'est lui. Hein, oui, exact. Donc, c'est le pire deal qui a été signé, qui a été signé par lui-même apparemment. Mais donc, déjà, les relations entre la Maison-Blanche et le bureau du premier ministre ou le cabinet du premier ministre à l'époque de Justin Trudeau et de Donald Trump, ce n'était vraiment pas positif. Donc, il faut l'avouer. Deuxièmement, M. Trudeau représentait, comme vous dites, un peu la gauche, le wokisme, surtout dans les médias de droite des États-Unis. Justin Trudeau, c'est devenu quasiment un symbole vraiment du wokisme, d'un progressisme qu'il fallait éviter à tout prix. Et même aujourd'hui, dans la rhétorique, dans les médias de droite aux États-Unis, on retrouve souvent le Canada est ciblé, où on parle des failles du Canada à certains niveaux, soit de la drogue, la criminalité, quoi que ce soit. Et tout ça a été associé évidemment avec le gouvernement Trudeau. Pareillement, on peut penser aux politiques les plus importantes de l'ère de Justin Trudeau, notamment au niveau du climat et de l'environnement. On retrouve maintenant le président Trump qui nie complètement soit le changement climatique et qui fait des compressions importantes dans tout ce qui est la protection environnementale. Et au-delà de ça, on l'a vu quand M. Carney est allé à la Maison-Blanche, le président Trump a une haine, on peut le dire vraiment, là, une haine pour Chrystia Freeland, qui était auparavant le ministre des Finances de Justin Trudeau et qui a joué un rôle important dans la négociation du traité de libre-échange avec M. Trump. M. Trump, c'est clair, c'est évident qu'il a une haine vraiment pour Mme Freeland. Donc tout ça, c'est joué. Est-ce quand le président Trump parlait donc du 51e État, est-ce que c'était tout simplement pour cibler Justin Trudeau, Mme Freeland? Mais c'est devenu par après vraiment une rhétorique beaucoup plus sérieuse. Et vous l'avez noté la dernière fois que j'étais sur le podcast, c'était avec Justin Massy. Et Justin Massy et moi, on a écrit un texte dans le Globe and Mail du Canada en décembre de l'année passée. Et on faisait un peu une analyse de comment le Canada pourrait atteindre son 2% du PIB. Rappelons que là, c'est encore à 1,3 à peu près. Exact. Et donc, ce qu'on disait... Pour la défense, pardon. Oui, pour la défense, 1,7 environ peut-être maintenant. Et on disait... La façon la plus facile, c'est tout simplement d'acheter plus d'équipements américains. Et pareillement, le ministre de la Défense nationale, à l'époque, Bill Blair, disait, si les États-Unis veulent vraiment qu'on augmente nos dépenses en matière de défense, il faut simplifier tout ce qui est le processus pour se doter d'équipements militaires des États-Unis. Alors, ça, c'est au mois de décembre. Toute cette rhétorique de 56e État... et même de questionner notre souveraineté, ça a complètement changé la donne en dedans de quelques mois. Juste pour vous dire jusqu'à quel niveau on a complètement tourné, Justin et moi. Maintenant, on vise surtout, quand on se parle, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la souveraineté du Canada? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos vulnérabilités? Alors déjà, on vit, même au niveau des analystes, un changement majeur dans notre façon de penser, notre compréhension un peu des relations canado-américaines. C'est complètement différent. Donc, même encore, est-ce qu'il faut prendre cela au sérieux? Je ne le sais pas. Personne ne le sait. Parce qu'on nous dit souvent, le président Trump, il ne faut pas le prendre au sérieux. C'est tout simplement sa façon de s'exprimer. Le nouvel ambassadeur dit la même chose, c'est-à-dire l'ambassadeur des États-Unis au Canada, nous indique que non, on respecte la souveraineté du Canada. Mais du jour au lendemain, ça peut changer. Et maintenant, je crois que c'est pareil en Europe. C'est surtout l'incertitude et maintenant le manque total de confiance qu'on a envers les États-Unis. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que vous venez de dire, mais peut-être on peut s'attarder sur cette question de la blague, cette question de l'humour qui est, je pense, en fait très centrale dans cette chose-là, parce que c'est devenu un mode d'expression pour ce qu'on a appelé l'alt-right aux États-Unis, qui est maintenant juste devenu la droite. Mais
cette culture un peu en ligne, on peut plus rigoler, on peut plus blaguer, etc., etc. Ce qu'on peut connecter avec un autre concept dont on a souvent abusé, mais qui n'est pas inintéressant, qui est la fenêtre d'Overton, qui est l'idée que voilà, il y a une fenêtre, il y a un écart des choses qu'il est acceptable de dire, même si c'est pas pour que ça devienne réalité tout de suite. Et dans une certaine mesure, la blague là-dessus ouvre la fenêtre d'Overton jusqu'à ces choses-là. Et c'est ce que fait Donald Trump. Il dit « je blague ». Sauf si ça vous intéresse. Oui. Si ça vous intéresse, là, je blague plus. Et donc, c'est vraiment une manière en quelque sorte, de faire en sorte que ça ne puisse pas avoir de conséquences. Alors, évidemment, ça en a, tout en inoculant plus ou moins cette idée dans un débat qui, normalement, n'y aurait jamais pensé dans ce débat public. Comme vous dites, c'est un peu pour tester les limites. C'est de voir jusqu'où il peut y aller. C'est pareil avec la Groenland. On va visiter... On va s'exprimer carrément que c'est dans l'intérêt stratégique des États-Unis de prendre possession de la Groenland. Mais on va pousser les limites. Même si ça serait impensable il y a quelques années que les États-Unis prennent possession d'une partie d'un allié, d'un membre de l'OTAN. Mais ils vont tester les limites, comme vous dites, avec des blagues, avec cette rhétorique. Et avec ça force par ailleurs les gens à repenser. C'est vraiment assez intéressant en termes historiques parce que certes, on vit dans un monde fondé sur les règles et le respect des frontières depuis 1945 globalement. Mais en même temps, du coup, tout le monde va monter. Alors, donc, du coup, c'est la guerre entre les États-Unis et le Canada de 1812. De l'autre côté, c'est le Groenland. C'est mais il y a eu des bases. Enfin, il y a des bases américaines au Groenland. Et puis, on a envisagé ça. On a déjà proposé, etc. Donc, c'est hyper intéressant comme manière d'ouvrir aussi l'horizon temporel et de faire repenser tout ce qui fait le monde normal, géopolitique, international aujourd'hui, en disant mais vous voyez, ça a déjà été là, ça a déjà été évoqué, quoi. Et oui, on le voit quand les membres de son cabinet s'expriment dans les médias, ils disent souvent, c'est l'incertitude, c'est l'objectif. Ils le disent ouvertement, qu'on tente de créer une incertitude. C'est ça qui va obliger les autres États de nous fournir ou de venir avec une offre. Et là, on va considérer si ça nous intéresse ou non. Alors, encore une fois, pour le Canada... Je vais vous poser la question quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui, si ce n'est l'ont pris au sérieux, qui ont dit « pas une si mauvaise idée » dans le débat politique canadien? Non, je vous dirais, c'est ce qui est... Il n'y a aucun intérêt de la part des Canadiens d'être le 51e État, on s'entend. Mais, même s'il n'y a pas de droit de douane? Même s'il n'y a pas de droit de douane. Écoutez, en ce moment, c'est carrément non. Il y a un mouvement souverainiste en Alberta qui pourrait s'y intéresser peut-être, mais ça, c'est un autre sujet. On peut en parler plus tard si vous voulez. Mais pour la grande majorité de la population canadienne, c'est non. C'est carrément non. Et même, je vous dirais, ce qui est encore plus intéressant, cette menace ou cette idée que le Canada fasse partie des États-Unis, ça a complètement anéanti le mouvement souverainiste au Québec. Présentement. Parce que maintenant, les Québécois se sentent plus canadiens que jamais parce que l'idée d'être non seulement seul en tant que francophone sur le continent, mais d'être seul à côté des États-Unis qui espèrent agrandir leur souveraineté et leur État, peut-être même avec le Québec, c'est impensable. Mais du coup, on va entrer un tout petit peu dans la politique canadienne, puisque donc, il y a Mark Carney qui a gagné l'élection, et en face, il y avait donc, ce candidat Paul Poilievre, qui, c'est intéressant, qui reprend des thèmes trumpiens, qui a été par le passé très loué par Donald Trump, etc., parce qu'il joue sur des choses pas si loin, l'anti-wokisme, etc., qui joue aussi sur le mécontentement passé de la révolte des routiers il y a quelques années, etc. Enfin bon, c'est aussi une partie de son terreau. Et pourtant, paradoxalement, donc c'était lui qui était censé gagner, hein, oui. On en parlait la dernière fois, et donc, en fait, c'est une question en double temps. Déjà, dans quelle mesure est-ce que lui-même a quand même une certaine ouverture envers ce Trumpisme ou envers Donald Trump et ses prises de position? Et ensuite, quel impact est-ce que ça a vraiment eu sur l'élection, quoi? Donc, il faut reconnaître qu'au Canada, il y a toujours environ 30% de la population qui appuie les conservateurs. Et de ce 30%, on peut dire qu'il y a, je dirais pas une minorité, mais un 10%. Donc, qui est dans la même voie de pensée que la droite aux États-Unis et qui accepte beaucoup les mêmes idées et qui serait ouvert, comme on vient de parler, de devenir un État des États-Unis. Et
M. Poilievre n'a pas le choix, mais de toujours faire attention en s'opposant à Donald Trump, parce que au sein de son propre parti, il y a quand même une grande minorité qui sont favorables à M. Trump et favorables à la droite américaine et qui partagent, comme vous dites, un peu les mêmes principes. Donc l'anti-wokisme, être anti-vaccin, se méfier vraiment du gouvernement, vouloir faire des coupures importantes au sein de la fonction publique, couper Radio-Canada en anglais. Écoutez, alors suivre un peu le modèle d'Elon Musk et son Doge, de vraiment couper de façon importante dans les services et dans les ministères au sein du gouvernement fédéral. Alors, M. Poilievre s'est retrouvé un peu piégé entre les partisans au sein de son propre parti et le besoin de faire appel à la grande majorité des Canadiens. Et il n'a pas vraiment trouvé l'équilibre jusqu'à la dernière semaine, je vous dirais, de la campagne électorale, là où les libéraux avaient de la difficulté un peu à s'exprimer. Et M. Carney, qui n'avait pas vraiment d'expérience politique, perdait un peu son momentum, si on peut dire. Mais M. Poilievre, ça va être son défi lors des prochaines élections, s'il demeure le chef, c'est de démontrer qu'il est conservateur, mais qu'il n'est pas conservateur à la façon MAGA, à la façon Trump. Et j'espère pour lui que ses conseillers vont trouver l'équilibre parce que, comme vous dites, ça existe au Canada et M. Poilievre ne veut pas perdre cette partie de ses partisans, cette proportion de ses partisans à un autre parti de droite plus extrême. Alors, c'est important pour lui de quand même trouver l'équilibre entre les deux. Et si on reste sur ce moment de cette rhétorique trumpienne, est-ce que vous avez eu peur de quelque chose ? C'est-à-dire, non mais, parce que c'est un truc que, bon alors faut pas regarder Twitter, spécialement pas dans ces moments-là, même si c'est assez instructif. Mais il y avait un peu comme pour le Groenland aussi d'ailleurs, en fait si l'armée américaine décide de prendre une partie du Canada, peut-être qu'il y aurait une guérilla très puissante sous la neige, mais fonctionnellement, c'est pas à la frontière qu'ils vont être arrêtés. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une inquiétude ? Enfin, est-ce que vous êtes, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a eu une préoccupation réelle ou est-ce que ça a toujours été, c'est un signe extrêmement inquiétant, essentiellement et sur le long terme, mais on pense pas vraiment qu'il y a des blindés américains qui vont passer le lac Ontario, quoi. Non, c'est pas une inquiétude envers une invasion. C'est plus ce qu'on voit déjà sur la frontière du Sud. Donc, les États-Unis qui indiquent qu'il y a une menace, et on l'a vu hier avec Kash Patel, le directeur du FBI, qui a dit clairement il y a une menace, il y a 100 terroristes qui sont rentrés aux États-Unis venant du Canada. Alors, cette rhétorique nous indique un peu comment ça va se jouer. C'est-à-dire que les États-Unis vont prendre des mesures également avec les forces armées pour les mettre tout au long de la frontière avec le Canada. Et s'il y a un incident au Canada, soit un incendie ou un tremblement de terre ou quelque chose qui se passe, où les États-Unis nous offrent leur aide. Et on n'a pas le choix de l'accepter. Alors, ils rentrent sur le sol canadien, l'armée américaine, et ils ne quittent pas. Ça se jouerait de cette façon-là, je crois. C'est surtout, et c'est également dans l'article la même chose, en ce moment, les États-Unis sont très faibles en termes de leur capacité dans l'Arctique, mais on peut imaginer que dans quelques années, les États-Unis décident tout simplement qu'ils veulent exploiter les ressources dans le Grand Nord et le Canada n'a pas les moyens de les empêcher. Alors que ce sera en territoire canadien, oui. Enfin, pas en Alaska, mais... Oui, exact. Alors, c'est pas une inquiétude envers l'invasion. C'est une inquiétude envers soit une présence qu'on ne peut pas opposer ou de l'aide qu'on ne peut pas refuser. C'est intéressant, c'est des modèles opérandi qui sont certes projetés et imaginés, mais qui ressemblent beaucoup à ce que fait la Russie, quoi. Oui, non, mais c'est exact. Et écoute, on l'a déjà vu. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains
ont pris le contrôle d'une partie du Canada pour assurer leur accès à l'Alaska. Et c'est devenu quand même très controversé parce que les soldats américains ne respectaient pas vraiment la souveraineté canadienne. Alors, ça l'a mené à plusieurs ententes entre le Canada et les États-Unis pour s'assurer qu'à l'avenir, il y aurait un respect mutuel de la souveraineté et des lois, etc. Mais on peut imaginer que si soudainement le président Trump commence à parler du Canada comme il parle de la Groenland en ce moment, qu'il y a un intérêt stratégique que les États-Unis doivent défendre, soit l'Arctique. Qu'il n'y a pas le choix, qu'il faut absolument l'avoir. Exactement. C'est une question de sécurité nationale. Oui. Ce qui est intéressant, parce qu'il reprend quand même la recette de tout le monde avant lui, que dès qu'on parle de sécurité nationale, on peut faire ce qu'on veut aux États-Unis. Exact. Alors, il ne faut pas que ça soit une invasion. Il faut tout simplement qu'il s'impose et que le Canada, qui est très faible au niveau militaire, ait aucun moyen vraiment de se protéger. Ou dans le concept qu'on a au Canada, qu'on a importé de la Finlande, la défense contre l'aide. Alors, c'est un concept qui a été développé par un professeur Niels Orvik, qui était finlandais, pour décrire un peu la stratégie de la Finlande envers l'Union soviétique. On va se doter d'assez de capacités pour être en mesure de refuser l'aide de l'Union soviétique. Et ce même concept, quand il a appliqué au Canada, c'était pour dire, écoutez, si jamais les États-Unis nous offrent de nous aider, de nous protéger, il faut être en mesure de répondre, on est en mesure de le faire nous-mêmes. D'accord? On n'a pas besoin de votre aide. Alors, la défense contre l'aide. Et c'est devenu encore plus important. Si on ne peut plus aider son voisin, c'est quand même terrible. Non, mais c'est fascinant parce que quand M. Carney est allé à la Maison-Blanche, qu'est-ce que le président Trump a dit? Qu'est-ce qu'il veut du Canada? Il a dit, il ne veut pas le bois, il ne veut pas notre on a aluminium. Plus d'énergie que vous, ce qui est très polysémique. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'il veut l'amitié du Canada. Et ça, on peut l'entendre sur deux registres. Ça peut soit être réellement l'amitié ou ça peut être l'amitié à la Don Corleone. C'est un peu cette idée, je veux tout simplement que vous acceptiez ma volonté, que vous acceptiez avec amitié ce que je vous impose. Alors, un manque de résistance. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus dans cette optique qui s'exprime. Et alors enfin, le dernier truc auquel vous avez commencé à faire allusion, mais en fait c'est la question pas du double discours, mais en fait donc il y a Trump qui fait des blagues ou pas des blagues, et qui cultive l'ambiguïté ou pas l'ambiguïté. Mais il y a une problématique qui est très nette, qui est celle des officiels américains, qui sont restés pour beaucoup, enfin il y a des ambassadeurs qui ont changé, mais bon, qui sont des gens qui viennent globalement d'une élite sociale, économique, administrative, relativement acculturée pareillement, Mais ce qui est un vrai problème pour penser la rupture, c'est-à-dire qu'en permanence, mais c'est pas vrai, c'est vrai, c'est la même chose en Europe, c'est exactement la même chose. Vous avez donc Trump qui fait des blagues ou pas des blagues, personne ne sait, et vous avez des gens normaux en dessous qui traduisent ou ne traduisent pas les propos, mais qui disent « Non mais vous inquiétez pas, ça va rester normal, de toute façon on se connaît, vous savez bien que nous on est normaux puisque déjà on voulait pas vous envahir, ni vous abandonner, ni rien... il y a 2 ans, donc vous me connaissez, etc. Et qui joue sur cette espèce de capital commun partagé. Et enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Mais en même temps, on peut leur répondre, bah oui, mais aussi bien vous sautez demain parce que le pouvoir politique quand même vous commande et peut vous remplacer. Mais c'est tout à fait ce truc de, en fait, les gens... Personne ne s'adresse à Donald Trump, à part McCartney. Les élites et les appareils d'État communiquent les uns avec les autres, et l'appareil d'État américain, pas partout, mais à plein d'égards, reste normal, fréquentable, avec qui on peut discuter. Et donc c'est très difficile d'adapter, puisque c'est aussi ces échelons-là qui font la prise de décision en haut, c'est très difficile de acter une rupture, alors que tous les gens en dessous qui font l'essentiel des relations sont les mêmes, qui sont à peu près normaux et raisonnables, quoi. Oui, et c'est surtout le dilemme qu'on vit présentement au Canada. Parce que les militaires, les services de renseignement et même les diplomates nous disent tous la même chose. Au working level, comme ils disent, tout est normal. Il n'y a rien qui se passe. Les militaires, entre militaires, il n'y a rien qui a changé. On est encore les meilleurs alliés au monde. Tout va bien. Entre les services de renseignement, on partage encore les mêmes renseignements. Le Five Eyes, il fonctionne. Il ne faut pas s'inquiéter. Trump a quand même menacé de vous en expulser à un moment. Mais c'est ça qui est fascinant. On peut se retrouver un jour où Howard Lutnick menace le Canada de lui exclure du Five Eyes et
Il peut également parler de mettre fin au NORAD, donc le commandement binational pour la défense du continent. Et il peut dire ces choses-là, mais le lendemain, Marco Rubio va dire à Mélanie Joly, « Inquiétez-vous pas, le NORAD, il va durer, il n'y a aucune inquiétude, on ne va pas vous exclure du Five Eyes. » Et pareillement, les militaires, eux, continuent avec leurs échanges, ils continuent à faire l'entraînement sur l'F-35 aux États-Unis, ils continuent à accepter les données américaines pour les capacités militaires. Les services de renseignement canadiens sont encore hyper dépendants des renseignements que les États-Unis leur fournissent. Donc, au niveau des deux États, au niveau du working level encore, au niveau officiel, tout semble bien fonctionner et le message qu'on entend jour après jour, soit des militaires, soit des services de renseignement, c'est « Soyez patients. Le président Trump ne sera pas président pour le reste de notre vie. On peut l'espérer. Un jour, il y aura un autre président, très probablement un démocrate. Tout va se réparer. On va retourner à la norme. Il s'agit tout simplement d'être patient et de ne pas paniquer. C'est tout simplement, on vit un moment difficile. D'accord. Mais, l'autre côté, c'est de savoir, écoutez, il faut quand même prendre ça au sérieux, là. Quand le président des États-Unis nous menace ou un de ses conseillers menace de nous exclure du Five Eyes ou de mettre fin au NORAD. Mais c'est fascinant parce que c'est toute une pensée du sens de l'histoire. C'est-à-dire, c'est considérer soit Trump comme une anomalie historique, à être réparé, un blip, un bug, oui, ou bien considérer qu'il est le symptôme de quelque chose. Et tout le monde préférerait considérer qu'il est un bug, évidemment. Oui, on aimerait bien. Et je nie pas que c'est très possible et que les militaires au Canada ont raison, que oui, il faut tout simplement être patient, qu'on va retourner à la norme, qu'il faut tout simplement accepter qu'on est sur le continent avec les États-Unis, notre économie sera toujours dépendante des États-Unis, nos militaires seront toujours intégrés. C'est tout simplement la réalité géographique du Canada. C'est illogique de se tourner vers l'Europe, qui est préoccupée par elle-même. C'est illogique de se tourner vers l'Asie, où on est trop petit, où on n'a aucune influence. Il faut davantage investir dans la relation avec les États-Unis. Mais je comprends cette perspective, mais de l'autre part, on se retrouve avec un président qui refuse d'accepter les jugements des tribunaux, qui enlève des gens dans les rues, qui nous provoque sans cesse. Et il faut penser, est-ce qu'on peut au minimum réduire notre vulnérabilité envers les États-Unis? Mais c'est le propos des normes, par ailleurs, et des conventions, et des étiquettes. C'est qu'elles sont beaucoup plus faciles à détruire qu'à reconstruire. C'est-à-dire ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'uniformité dans le temps pour construire une relation, pour construire une norme, pour construire des trucs d'un establishment aussi. Une fois que c'est enfreint, disons, certes, peut-être que le prochain sera un démocrate, peut-être que ça... Mais une fois que c'est enfreint, ça peut être réenfreint beaucoup plus facilement que la première fois. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que Trump, il change pas les choses pour toujours. Par contre, il casse un système. Et le système, il restera cassé. Oui, absolument. Et moi, je m'inquiète moins de Trump que je m'inquiète de Vance. Lui, contrairement à Rubio et d'autres conseillers, le vice-président s'exprime de façon plus directe et plus menaçante parce qu'il est calme. Il n'y a pas de blague, mais il a dit très clairement et ouvertement ses intentions. Et on peut espérer que ça sera un président démocrate après Trump, mais même si c'est le cas, si Vance est le 49e président des États-Unis, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? S'il garde la même rhétorique, s'il a les mêmes intentions que le président Trump. Alors oui, c'est possible que le système retourne à la norme par après, avec un nouveau président démocrate, mais la certitude qu'on avait envers les États-Unis est rompue. Elle n'existe plus. C'est, comme vous dites, les normes ont été complètement détruites et rebâtir les liens de confiance qu'on avait avec les États-Unis, ça va être extrêmement difficile. Alors justement, pour ça, c'est peut-être le moment de penser aux alternatives. Et même, parce que j'ai réécouté l'émission qu'on avait faite avec Justin, et on parlait de plein de choses, mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment fait le tableau de cette dépendance aux États-Unis, même si on en a parlé. Mais
C'est-à-dire, en vous lisant, on a l'impression que cette dépendance, c'est un peu l'identité constitutive des armées canadiennes, et que c'est très amusant. Enfin, c'est amusant parce que dans une certaine mesure, c'est conceptuellement comme ça que ça devrait marcher dans une alliance, c'est-à-dire la complémentarité, etc. Et en fait, notamment en France, on n'a jamais fait ça. On s'est toujours beaucoup appliqué à ce que ce soit pas tout à fait, on soit pas tout à fait un rouage dans la machine américaine, etc. Donc aujourd'hui, on a l'air très intelligent, mais bon, pendant 40 ans, les gens nous détestaient quand même au sein de l'OTAN. Mais bon, aujourd'hui, on a l'air très malin. Mais vous, il y a un truc, vous dites, l'intégration et l'interopérabilité, c'est l'item numéro 1 dans la liste de courses des forces armées canadiennes. Le truc, alors maintenant on sait le faire en France aussi, mais c'est qu'on puisse intégrer des navires canadiens dans une flotte américaine, que en gros, il n'y a pas du tout à se prendre la tête, vous fournirez jamais l'infrastructure, par contre, vous pouvez prêter des pions, et l'objectif essentiel, c'est que les pions s'intègrent sans trop de mal, quoi. Oui, alors comme vous dites, maintenant on est tous gaullistes, d'accord? Soudainement, le Canada a découvert l'importance de l'autonomie stratégique. Avec un accent canadien-français, oui, non, ça sonne bien, parce que le discours... Donc, vive l'autonomie stratégique. Je pense que je vais prendre cette phrase, je vais la clipper. Mais là, donc, soudainement, on se retrouve à reconnaître un peu le génie du président de Gaulle. Mais... C'est un peu marrant, mais voilà. Mais depuis, je vous dirais... c'est l'enthousiasme des nouveaux convertis. Oui, absolument, mais c'est pur et dur en ce moment. Donc, mais la réalité, et ça explique un peu la mentalité des militaires canadiens, c'est comme vous dites, on est complètement intégré dans l'armée américaine. Étant donné que le Canada dépensait si peu sur la défense, il était logique depuis environ 50 ans de dépendre énormément des développements technologiques américains, de l'ingénierie américaine, de la recherche et le développement fait par les États-Unis. Et nous, en tant que Canadiens, on allait tout simplement se doter, d'accord, des capacités que les États-Unis ont développées. Et pareillement, ça nous permettait, et ça nous permet encore, d'avoir un plus grand impact à l'échelle mondiale. Parce qu'on avait tout l'appareil militaire des États-Unis qui nous soutenait lors des opérations outre-mer. Donc en Afghanistan, au Kosovo, en Libye, etc. Même maintenant, en Europe, on dépend essentiellement des forces armées américaines pour quelque chose d'aussi simple que les communications par satellite. Sans les satellites américains, on ne serait pas en mesure de communiquer. Et même si on regarde quasiment tous les flottes canadiennes, ils dépendent de quoi? Des radios américaines et des armements américains. Donc, depuis... On peut préciser qu'il y a des Canadiens, notamment, qui sont intégrés dans une force en Lettonie. Oui, exact. Mais ça dépend quand même du soutien des États-Unis, en bout de ligne, au niveau d'une logistique, le transport et tout, et les communications. Donc, depuis 2017 en particulier, on vit un renouvellement des forces armées canadiennes. Et ce renouvellement dépend quasiment à la totalité sur les capacités américaines. Donc, on peut identifier quelques achats de capacités européennes, notamment au niveau des avions de transport, des avions de sauvetage. Mais pour la plupart, on se dote de capacités américaines. Le F-35, les drones, les avions de surveillance maritime, les avions de surveillance pour les forces spéciales, encore une fois les radios, les satellites et tout. Alors, c'est intéressant parce que je me suis dit qu'il fallait faire ce tableau, mais je me suis dit que c'était intéressant. Ce sera plus simple de faire l'inverse. Oui, exact. Donc, parce que par ailleurs, c'est vrai que vous êtes dans un moment de renouvellement des flottes qui est important. Oui. Qu'est-ce que vous n'achetez pas aux Américains? Ça ira beaucoup plus vite. Très peu, donc encore une fois quelques 09, d'accord. Certaines armes, donc notre mitraillette par exemple, notre carabine est un modèle fait au Canada. En tout cas, c'est très peu, si on peut le dire. Il y a certains Vous avez acheté des chars, je peux préciser, aux Allemands, des Léopards, de A6. Mais ça date de longtemps, là. Et
Oui, mais si on était pour se doter de nouveaux chars d'assaut, ça serait probablement soit de la Corée du Sud ou des Européens. Pareillement, nos sous-marins conventionnels ne seront pas américains, étant donné que les États-Unis ne construisent pas de sous-marins conventionnels. Donc... Ils pourraient essayer de vous convaincre qu'ils vous fileront des sous-marins nucléaires, mais vu comme ça se passe pour les Australiens, je ne recommanderais pas forcément. Non, étant donné qu'on est à Paris, il faut le noter, si seulement le Canada serait doté de sous-marins nucléaires français en 1987, telle que était la politique du gouvernement Mulroney, on serait bien mieux... placé pour protéger notre souveraineté dans l'Arctique. Donc, c'est dommage, mais voilà. Parce qu'on peut préciser que pour l'Arctique, il y a une vraie plus-value aux sous-marins nucléaires en termes d'allonge, en termes de durée à la mer, etc. Oui. Et bon, puisque vous n'avez pas de sous-marins nucléaires et que là, le projet de renouveler la flotte, ce sera des sous-marins conventionnels, alors sud-coréens, c'est peut-être des Français aussi, mais c'est une compétition ouverte. Mais a priori, c'est pas vers des sous-marins à propulsion nucléaire que ça s'oriente. Non, malheureusement. Et il y avait, comme je viens de le mentionner, en 1987, une promesse de se doter de sous-marins nucléaires. Le Canada allait travailler avec les Français pour le faire. Les États-Unis s'y étaient opposés, mais finalement, les budgets ont été coupés et ça l'a tombé à l'eau. Mais ça serait une capacité importante aujourd'hui. Mais malheureusement, on n'a tout simplement pas les budgets. Donc, il y a certaines capacités alors qui ne sont pas américaines, mais pour la plupart, surtout au niveau des capacités de combat, c'est carrément américain. Et ça dépend énormément, non seulement des pièces, mais des renseignements et des liens de communication qui sont fournis par les États-Unis. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que vous l'utilisez un tout petit peu comme levier, un tout petit peu, sur le F-35. Alors ça... Oui, à ce moment marrant, pas marrant de 2015 où Justin Trudeau a dit bon on va rouvrir tout le marché, enfin toute la question des F-35, puis on n'achètera pas de F-35. Puis un jour, quelqu'un lui a dit que c'était pas tout à fait légal d'exclure un candidat d'un processus ouvert, surtout quand c'est les États-Unis. Donc au final, vous avez acheté des F-35, vous en avez même acheté plus, vous en avez 88. Là encore aujourd'hui, il est censé y avoir une réévaluation, puisque j'imagine qu'on ne vous les a pas encore livrés, les F-35, donc une réévaluation du marché. Mais bon, au stade où vous en êtes, ce serait quand même... je veux dire, les pilotes sont entraînés sur F-35, je ne sais pas qui vous vont... Enfin, je ne vois pas comment on changerait de route à ce stade-là, quoi. Même si... Mais donc, c'est donc un levier, un petit signe de mécontentement, sans que ce soit réellement très sérieux derrière, quoi. Non, c'est un petit signe, mais ce qui est intéressant également, c'est... le président Trump, quand M. Carney est allé à la Maison-Blanche, le président l'a répété à plusieurs reprises que les États-Unis ont les meilleurs équipements militaires. Il a dit, et on peut sous-entendre que lors de leur conversation privée, que le président Trump disait très probablement au premier ministre, écoutez, là, c'est fini les blagues, là. Vous allez continuer avec la F-35, vous allez acheter un avion de Boeing, parce que si vous voulez vraiment préserver notre relation économique, il faut démontrer que vous êtes sérieux et que vous allez acheter américain. Mais voilà le dilemme pour le Canada. D'une part, les États-Unis nous disent qu'ils remettent en question notre souveraineté, mais ils insistent quand même qu'on se dote d'équipements américains. Et on le voit même, le nouvel ambassadeur des États-Unis, cette semaine, s'est exprimé, il était furieux que les Canadiens n'achètent pas des produits américains, soit dans les épiceries ou dans leur société de vente des alcools. Il dit ça, un allié ne fait pas ça, un ami ne fait pas ça. Alors, c'est fou, en tant que Canadien, d'entendre ça pendant que les États-Unis nous mettent des tarifs, nous disent qu'ils ont besoin d'absolument aucun produit canadien. Mais c'est un peu ce que Trump dit également. Sur le matériel militaire, on peut dire que c'est historiquement intéressant aussi, parce qu'eux n'ont eu aucun problème pour exclure Bombardier, qui est donc le grand avionneur canadien, de certains de leurs appels d'offres pour privilégier Boeing. Enfin bon, c'est là qu'on voit ce qu'il y a derrière l'alliance, quoi. Enfin, dans cette alliance-là, dans cette configuration-là, avec ce président-là. C'est-à-dire que c'est une alliance du fort au faible, et que donc, quand le fort décide que les contreparties, enfin les obligations ne sont pas bilatérales, eh ben, elles cessent de l'être, quoi. Mais en fait, c'est exactement un peu le problème, c'est que la relation a toujours été asymétrique, on s'entend. Mais les États-Unis ont toujours accepté que le Canada avait certains privilèges. Donc, n'a jamais insisté
que le Canada, de façon très ouverte, se dote uniquement de l'équipement militaire des États-Unis, n'insistait pas que le Canada suivait toujours les mêmes politiques que les États-Unis. Donc, on peut penser à la guerre en Irak, le bouclier antimissile. On acceptait que le Canada avait une certaine souveraineté, une prise de décision autonome. Maintenant, les États-Unis, sous M. Trump, imposent certaines choses au Canada et est surpris quand le Canada réplique. C'est comme si on ne peut pas accepter que la plus petite puissance ait une autonomie, ait une souveraineté ou exprime n'importe quel mécontentement envers les États-Unis. Et ça démontre un peu, je vous dirais, c'est vrai à l'échelle mondiale, l'administration Trump semble surprise quand les autres États ont une autonomie et prennent leurs propres décisions ou sont en mesure de prendre leurs propres décisions. Ils sont toujours un peu surpris quand soit la Chine ou l'Europe répliquent. Mais pour le Canada en particulier, on n'a pas le choix. Là. Il faut quand même démontrer que si on est réellement un État autonome, qu'on a la capacité de répondre. Et c'est intéressant. Là, je reprends des analyses d'Olivier Schmitt qui apparaît souvent dans ce podcast où il dit c'est intéressant parce que l'alliance avec les États-Unis est historiquement assez anormale, c'est-à-dire d'un hégémone très bienveillant qui laisse un peu les gens faire ce qu'ils veulent. À côté, ce qui est il dit, il l'a dit plusieurs fois à ce micro, oui, en fait, le pacte de Varsovie, ça ressemblait plus à ça. C'est-à-dire, le grand, il décidait et les autres se taisaient. Oui. Et la question, c'est est-ce que l'OTAN est en train de devenir un peu comme le pacte de Varsovie à l'époque sous Trump, et c'est ce qu'il dit. Hein. Enfin, il le dit. Il dit, tout le monde a construit du levier et tous ces idiots avant moi ne l'utilisaient pas. No, I want to squeeze. Je veux utiliser ce levier pour obtenir des choses. Ce qui est exactement... aller à l'inverse de ce qui faisait de cette alliance avec les États-Unis une alliance à la fois originale et assez désirable à l'échelle du XXe siècle, quoi. Et écoutez, il faut également l'avouer que c'est très probablement, si on veut être un peu pessimiste, c'est la réalité pour le Canada. On ne deviendra pas formellement le 51e État, mais on va devenir subalterne. On l'est déjà. On va exister dans une relation de vassalité avec les États-Unis. On n'a pas vraiment le choix. On le voit déjà dans la pensée des militaires, des hauts gradés, des services de renseignement, des diplomates et d'autres, et même la communauté du commerce au Canada, les affaires. C'est une pensée de vassalité. On accepte qu'on est subalterne. Et, ouais. Alors, du coup, c'est intéressant parce que là, il y a quand même un moment. Il y a un moment. Mark Carney, il y a des déclarations. Il les a faites, ces déclarations, quoi, la relation de confiance est rompue, il faut repenser la sécurité canadienne. Voilà, comment est-ce que vous caractériseriez, en tout cas ce geste politique et stratégique, et disons sa portée réelle ou possible? Alors, on reproche déjà au premier ministre Carney que sa rhétorique lors de la campagne électorale était tout simplement comme pour gagner les élections. Ça visait tout simplement de montrer un front très fort et une volonté de s'opposer aux États-Unis, comme on dit en anglais, elbows up, c'était l'expression. Mais que... C'est intéressant, elbows up, c'est une expression de hockey sur glace. Exact. Qui est d'ailleurs... très intéressant. Ça montre ce que Donald Trump c'est du Canada. À chaque fois qu'on lui parle du Canada, il parle juste de Wayne Gretzky, oui, exact. Qui est un grand ami, qui présente comme un ami personnel. Ah là là, il était si incroyable, Wayne Gretzky. Je sais pas ce qu'il pense. S'il pense que ça va attendrir les Canadiens. Enfin, bref, mais c'est fascinant de voir comment il réfléchit. C'est-à-dire, on lui dit Canada, il pense hockey sur glace, le mec que je connais. Oui. Pas, c'est un État au nord, non, pas du tout. C'est le mec que je connais qui joue au hockey. Soit le mec que je connais ou la carte que j'ai vue de l'Amérique du Nord où je veux effacer de la ligne, comme ils disent, la ligne artificielle qui existe entre les deux pays, qui est tellement laide. C'est un peu sa façon de penser. Il veut un continent unifié parce que ça serait plus beau. Il joue beaucoup dans l'esthétique. Hein. C'est un peu sa façon de fonctionner. Mais oui, alors donc, pour M. Carney, est-ce que c'était tout simplement une rhétorique électorale? Et que maintenant, comme on l'a vu à la Maison-Blanche, on parle de rebâtir les relations, on parle de trouver, de s'accommoder les États-Unis, assurer notre accès au marché. Et donc, est-ce que le Parti libéral, sous Mark Carney, va tout simplement trouver une façon de réétablir la norme avec les États-Unis?
Et ça me semble probable en ce moment, parce que les Canadiens se disent très prêts à accepter un certain niveau de douleur au niveau de l'économie, mais c'est facile de le dire, c'est une autre chose de vivre avec les retombées économiques des tarifs douaniers. Donc, on peut espérer que M. Carney est sérieux quand il parle de bâtir des nouveaux partenariats, soit avec l'Europe et l'Asie, de dépenser davantage sur de l'équipement venant de l'Europe ou de l'Asie, mais j'ai de la difficulté à voir s'il va réellement suivre cette politique à long terme. Ouais, c'est intéressant parce qu'en même temps, il y a... Au summum de la crise, ça a aussi été évoqué. C'est-à-dire, on était tous alliés dans une alliance libérale. Il y a un pays qui est en train de devenir proto-fasciste, mais il n'y a pas de raison qu'on ne reste pas copains, le Canada et l'Europe, globalement. En même temps, c'est pas exactement comme ça que ça marche, les alliances. Mais j'ai vu qu'il y avait des négociations pour que le Canada essaye d'intégrer les initiatives européennes de défense et soit considéré comme un fournisseur européen et que ça crée des choses comme ça. Bon, vous voulez vraiment devenir européen? Parce que je vous garantis, c'est pas si simple et c'est pas si marrant au quotidien tous les jours. Hein. Non, c'est drôle, parce que l'une des promesses qui a été faite et qui joue en ce moment, c'est qu'il faut créer quand même des règlements uniformes dans toutes les provinces. Alors déjà au Canada, on n'a pas vraiment une économie, on a plusieurs économies au niveau provincial. Alors déjà là, la façon la plus facile, ça serait tout simplement de s'intégrer dans l'Union européenne et d'accepter tous les standards de l'Europe. Mais on peut imaginer que ça serait difficile. Cela dit, déjà en Europe, c'est pas facile d'accepter tous les standards européens. Si en plus vous arrivez à travers un continent d'écart, un océan d'écart, ça va piquer un peu. Oui, et bon, donc il faut l'avouer en même temps, c'est l'industrie canadienne, les commerces et tout, les grandes entreprises, tout le monde existe dans des relations économiques nord-sud au Canada. C'est la réalité. On peut réappeler que l'économie, notamment de l'auto, mais pas que, est extrêmement intégrée. Enfin, les pièces passent plusieurs fois la frontière dans les chaînes de valeur. Mais il n'y a pas que l'auto. Enfin, en tout cas, il y a une énorme intégration. C'est vraiment, on a décidé, il y a un clip très intéressant de la campagne électorale de 1987 avec M. Turner, qui était le chef libéral, qui questionnait le premier ministre Mulroney, conservateur à l'époque. Il parlait du traité de libre-échange. Et M. Turner disait à M. Mulroney, écoutez, on a construit une économie Est-Ouest pour s'assurer de ne pas se faire piéger dans la réalité des États-Unis, de ne pas se faire absorber à long terme. Vous avez complètement détruit ça avec ce traité de libre-échange. Et le premier ministre Mulroney, à l'époque, disait non, ça va nous garantir une plus grande prospérité. Et pour longtemps, on croyait que M. Mulroney, finalement, avait raison, parce que oui, le Canada a beaucoup bénéficié du traité, a beaucoup bénéficié des relations économiques nord-sud. Vous êtes prospère, ça, il n'y a pas de souci. Exactement. Mais maintenant, on reconnaît que M. Turner avait également raison avec le risque qu'on vivait avec cette intégration, les vulnérabilités qu'on a acceptées. Alors, est-ce possible de, au moins au minimum, rétablir cette économie Est-Ouest? Donc Est-Ouest à l'échelle du Canada, quoi. Oui, exact. Et en espérant au moins... Parce que là, toutes les parties du Canada sont en quelque sorte intégrées avec les parties des États-Unis les plus proches et que l'économie est, selon des flux nord-sud, localisée beaucoup plus qu'intégrée à l'échelle du Canada. Oui, et c'est drôle. Alors, là, au mois de février, par exemple, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, menaçait aux États-Unis, si vous mettiez les tarifs douaniers, on va vous couper votre électricité. Parce que l'Ontario fournit énormément d'électricité à plusieurs États dans le nord-est des États-Unis. C'est très marrant parce qu'il a commencé très fort et puis ça n'a pas duré longtemps. Oui, mais pourquoi? Parce que on lui a dit très rapidement, vous ne pouvez pas faire ça parce que les systèmes d'électricité en Amérique du Nord sont tellement intégrés que les provinces maritimes du Canada dépendent de l'électricité. D'où? Des États-Unis. Donc, oui, l'Ontario peut peut-être couper certains États, mais en revanche, certains États peuvent couper l'accès à l'électricité aux provinces maritimes. Donc, c'est pas si facile que ça. Donc, le Canada n'a même pas un système d'énergie qui est complètement intégré Est-Ouest. Ça passe par les États-Unis souvent. Alors, c'est
extrêmement difficile pour le Canada de se rétablir comme État carrément autonome. On en parle beaucoup, mais ça va être très cher. Et il y aura toujours cette idée que dès que le président Trump remet en question sa rhétorique, au moins l'adoucit un peu, que bon, OK, d'accord. C'était tout simplement un blip, comme vous dites. C'était exceptionnel. Maintenant, les vraies relations sous-jacentes entre les deux pays peuvent se rétablir et on va retourner à la norme. C'est fascinant parce qu'on dirait vraiment des, je sais pas, enfin, trucs de victimes de violences domestiques, quoi. Enfin, de genre, juste dès que ça s'arrête de taper, je suis content, quoi. Enfin, on est prêt à tout pour s'accrocher à quelque chose qui... Alors même que, comme on l'a dit, quoi, Trump, il commence à squeeze. Et s'il squeeze, c'est qu'il peut, quoi. Non, on l'a vu dès que la réunion a eu lieu à la Maison-Blanche, un énorme soupir national de la part des Canadiens. Ah, d'accord, ça va aller mieux. On peut retourner maintenant, on peut renégocier. Oui, ça va être un peu plus cher, ça va être un peu plus difficile. Il va probablement avoir un tarif douanier de 10% à la permanence, mais au moins on peut maintenant retourner à ce qui est le monde qui existait avant. Mais alors d'autant plus si... donc déjà, on n'est pas sûr de la motivation de Mark Carney pour faire ça, encore plus s'il y a tout un appareil qui pousse dans ce sens-là. Alors là, on parlait de la dimension économique, mais qui est évidemment stratégique aussi, mais vous dites c'est très net pour les forces armées canadiennes. Vous l'écrivez, en fait, eux, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que rien ne bouge en espérant tout sauver, parce que personne n'a envie de réapprendre à travailler autrement et à construire une force souveraine qui puisse se passer des États-Unis. C'est-à-dire tout le monde a tellement été élevé dans la culture de toute façon, la puissance militaire canadienne n'a de sens qu'intégrée aux États-Unis, que personne n'a envie de changer de réapprendre son métier, quoi. Et non seulement ça, mais il y a l'autre aspect, et ici, je suis très, très sympathique envers eux. Les militaires regardent la réalité historique du Canada et ils se disent, pour atteindre le niveau d'autonomie stratégique dont on parle, ou pour bâtir les partenariats avec l'Europe ou de se doter d'équipements européens, il faut des dépenses en matière de défense d'environ 3-4% du PIB. On n'a jamais vu ça au Canada. Alors la réalité, c'est-à-dire on ne l'a pas vu depuis très longtemps. Depuis les années 60. Oui. Donc, on le sait que le vrai montant que le Canada va dépenser en matière de défense à long terme, c'est entre 1,5 du PIB. Donc, dans cette réalité, ce que les militaires nous disent, c'est écoutez, vous n'allez pas avoir la volonté de dépenser le montant nécessaire pour atteindre ce que vous dites, ce que vous proposez. Donc, dans cette optique, il faut être réaliste. Il faut tout simplement revenir aux États-Unis ou rester avec les États-Unis parce que c'est la seule façon qu'on peut se doter des forces armées compétentes avec un budget de 1,5 du PIB. Alors, de leur point de vue, et je comprends un peu ce qu'ils disent, c'est vous n'avez aucune preuve que les gouvernements canadiens ni la population canadienne est prêt à investir le montant nécessaire pour atteindre cette autonomie stratégique. Et ça me fascine toujours quand les Français, par exemple, viennent au Canada et nous expliquent comment ils ont pu maintenir une industrie de défense nationale autonome. Et je me souviens toujours lorsqu'on considérait les différents chasseurs, qu'un représentant de Dassault est venu, il nous dit il y a certaines années où on va seulement construire peut-être 3 ou 4 Rafales, mais ça garde la ligne de production ouverte. Jamais que le gouvernement canadien ni la population canadienne serait prête à garder une ligne de production ouverte tout simplement pour la garder ouverte. Ah, vous avez une rationalité économique beaucoup plus... Oui, ça serait impensable. Écoutez, on parle d'un pays dont un ministre a été obligé de prendre sa retraite ou de démissionner parce qu'elle a acheté un jus d'orange à Londres à 16 $. C'est trop, 16 $. Non, mais je sais, mais c'est à Londres, là, avec les taux d'échange. Mais elle a dû démissionner. Et ça, c'est la mentalité canadienne. Le premier ministre chrétien l'a bien dit un jour, il dit la mentalité canadienne, surtout au Canada anglais, small town cheap. On ne dépense pas, on ne veut pas dépenser. Et on a tellement hâte de revenir dans une situation, ou de se retrouver dans une situation où, encore une fois, on peut baisser
les budgets de la défense. Ah, ça, c'est sûr qu'avoir une armée puissante, comme dirait quelqu'un, ça coûte un pognon de dingue. Mais en même temps, est-ce qu'on préfère avoir des budgets à l'équilibre ou une souveraineté nationale ou garder son territoire? Enfin bon, c'est une question ouverte. Hein. Non, mais écoute, on le voit déjà. Même les chroniqueurs et d'autres analystes au Canada ne semblent pas reconnaître cette réalité. Ils nous parlent d'une part de l'importance d'augmenter le budget de la défense à 2, 3, 4 % peut-être, mais en même temps, ils parlent de l'importance de retrouver l'équilibre budgétaire. Alors, comment on peut faire ça? Est-ce qu'il propose d'augmenter les taxes et les impôts? Non. Il propose des coupures ou des compressions budgétaires dans quel domaine? Alors, on n'accepte pas une augmentation des dettes et du déficit, mais en même temps, on veut se dépenser, doubler, tripler le budget de la défense. Comment est-ce qu'on va le faire? Mais ça, c'est un peu l'immaturité du débat canadien. C'est intéressant. Ça me rappelle un voisin européen de la France. C'est une autre discussion. Bon, ouais, peut-être parce que donc là, on a bien plombé tout le monde sur les perspectives de souveraineté et de puissance militaire du Canada. Si, quand même, est-ce qu'il y a des pistes c'est-à-dire, là, il y a quand même un choc qui est réel. Est-ce qu'il y a des pistes pour peut-être commencer à découpler un peu ou en tout cas retrouver une relative marge qui ne serait-ce qu'un levier vis-à-vis des États-Unis de Trump, ou est-ce que vous pensez vraiment, comme vous venez d'un peu en faire le tableau, que tout le monde a très envie de redevenir somnambule le plus vite possible? Écoutez, j'espère sincèrement qu'on peut au minimum avoir une conversation qui vise sur certaines capacités autonomes que le Canada devrait avoir ou devrait maintenir. C'est le moment. Si vous étiez français, vous voudriez une bombe nucléaire. On en parle. En plus, vous avez beaucoup d'uranium. Oui, il y en a plusieurs qui en discutent, mais encore très franchement, ça serait mieux des sous-marins nucléaires et non pas une bombe. Ce ne serait pas très, très logique de lancer une bombe nucléaire contre les États-Unis sur le même continent. Donc, ça ne serait pas un effet dissuasif très crédible. Si on peut dire. Vous voulez dire la dissuasion? Ah oui, c'est certain. Donc... c'est le type qui négocie en se mettant un flingue sur la tempe. Oui, mais bon, ce qui est d'une manière un peu générale, un peu le paradigme global de la dissuasion nucléaire. Oui, exact. Mais bon. Mais oui. Je suis d'accord que ce n'est pas forcément le meilleur investissement. Non, mais encore une fois, ça serait surtout les sous-marins, mais voilà. Mais au minimum, est-ce que c'est le moment où le Canada, sachant oui et avouant oui, que nos économies seront quand même toujours reliées aux États-Unis de façon très profonde, pareillement au niveau militaire, on va toujours défendre le continent nord-américain avec les États-Unis, c'est la réalité géographique. Mais quand même, le Canada devrait être en mesure de faire certaines choses lui-même. C'est ça la conversation qu'il faut avoir. Au minimum, qu'est-ce que le Canada devrait être en mesure de faire indépendamment, avec une certaine autonomie. Alors j'espère qu'au minimum, on est en mesure de commencer à bâtir certaines capacités, certaines connaissances au sein des Forces armées canadiennes, au sein de la communauté de renseignement, pour assurer que le Canada est au moins un peu moins vulnérable et un peu plus indépendant. Ça ne serait pas de trop demander, là. C'est tout simplement de redécouvrir un certain niveau d'autonomie stratégique, surtout en ce qui a trait au territoire canadien. Alors, on peut reconnaître que oui. Ce serait bien que vous puissiez déjà protéger votre propre territoire. Exact. Donc, on devrait être en mesure, par exemple, de répondre à n'importe quel incident dans l'Arctique. Si on n'est pas en mesure de le faire, ça, c'est tout simplement un échec total. On devrait être, si on réclame carrément que le passage du Nord-Ouest, par exemple, ce sont des eaux canadiennes, on devrait être capable de les défendre et de répondre à n'importe quel incident dans le passage du Nord-Ouest. Par exemple, il y a plusieurs bateaux de croisière français qui naviguent souvent dans l'Arctique l'été. On devrait être en mesure de les secourir si jamais il y a quelque chose qui se passe, par exemple. Donc, ça, c'est une chose. Et pareillement, être en mesure de défendre, encore une fois, contre l'aide des États-Unis. Alors, si jamais il y a un incident sur le territoire canadien,
les Forces armées canadiennes, l'État canadien devrait être en mesure de répondre sans faire appel aux États-Unis parce qu'il y a un risque quand même assez prononcé qu'encore une fois, les forces américaines ne quittent pas par après. C'est notre plus grande... C'est le voisin qui vient vous aider à réparer l'évier et puis qui s'installe dans le salon avec les pieds sur la table. Oui, et là, on fait quoi? C'est ça la menace. C'est tout simplement... sous soit un président Trump ou même un président démocrate qui insiste, comme vous l'avez dit avant, c'est une importance tellement haute au niveau stratégique qu'on ne peut tout simplement plus quitter. On doit vous défendre, on doit vous aider, et ça devient permanent. Merci beaucoup, Philippe Lagacé. Merci. Je mettrai certains de vos articles en lien dans la description de l'épisode où vous analysez très régulièrement donc, les apories, les problèmes et les désirs de défense du Canada. Merci beaucoup. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, notez-le, commentez-le sur les outils d'Apple Podcast, de Spotify. Ça aide évidemment beaucoup à diffuser le podcast. Et aussi sur YouTube, désormais, puisque toutes les discussions sont en vidéo sur YouTube. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.